Bonjour tout le monde. Donc, j'ai déjà été présenté. Je vais souhaiter la présentation. La conférence d'aujourd'hui, un outil d'éco-fiscalité au service de la conservation et de l'adaptation au changement climatique dans les basses terres de Saint-Laurent. C'est un bien long titre. Puis ça a été un long processus aussi. Ça fait presque 2 ans, je pense qu'on s'est rencontrés la première fois, un groupe de chercheurs du Cyrano avec un groupe d'Ouranos pour commencer à discuter de cette question-là de l'éco-fiscalité, puis de mettre l'éco-fiscalité au service de la conservation et l'adaptation au changement climatique dans le contexte des basses terres du Saint-Laurent. Donc, c'est Ouranos qui a un peu initié le thème. C'est eux qui nous l'ont apporté. C'était soutenu aussi par Environnement et Changement climatique Canada, puis par le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, la Faune et des parcs du gouvernement du Québec dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques. Il y avait une volonté de voir qu'est-ce que l'éco-fiscalité peut contribuer dans les problématiques qu'on a. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. On a réuni quand même une grosse équipe. On a travaillé en collaboration avec Habitat, qui sont venus nous aider beaucoup sur la gestion des données, mais aussi beaucoup les enjeux qui touchent les problématiques de conservation, d'adaptation au changement climatique. Donc, la portion plus environnement là, du projet. Cyrano fournit plus l'expertise économique et la fiscalité. Mais vous avez quand même la liste de toutes les personnes qui sont partiellement auteurs du document. Donc, on a partagé ça à beaucoup au niveau de la recherche. Je prends le temps de les nommer en partant, là, Cédric Bourbonnet, Arnaud Dragicevic, Jérôme Duprat, Andrew Gonzalez, Tejavi Aura, Noémie Lacroix, Julie Lebert, Justin Leroux, Karl Martins, Fanny Mort, Brigitte Millard, François Vaillancourt, Françoise Van Overbeck et Sylvia Woods. Donc, toutes ces personnes-là ont contribué au document. Donc, c'est moi qui le présente, là, mais je ne suis pas le seul chercheur là-dedans. C'est moi qui ai coordonné la recherche, mais tout le monde y a contribué. Ça va. Je pars avec la problématique de départ. Donc, on nous a approché avec une question qui touchait à un territoire particulier, qui est les basses terres du Saint-Laurent. Donc, ici, je prends une carte, ce n'est pas la mienne, c'est celle de l'Atlas des basses terres du Saint-Laurent, de Jobin et ses collaborateurs. Mais la problématique de départ, c'était sur ce territoire-là, densément occupé par des activités humaines. Qu'est-ce qui arrive avec les territoires naturels? Quels sont les enjeux? On voit que dans la portion nord-est, il y a quand même beaucoup de forêts, milieux humides, tout ça, mais quand on descend vers le sud-ouest, les zones anthropiques sont vastes, surtout dans le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Et au pourtour de ça, ce sont surtout des milieux agricoles, donc pas beaucoup de forêts, pas beaucoup de milieux humides. Donc, on se pose la question dans ces territoires-là, qu'est-ce qui se passe avec les espaces naturels? Qu'est-ce qui se passe avec les habitats fauniques? Donc, on a beaucoup d'enjeux où on se dit comment est-ce qu'on peut préserver ce qui reste, voire améliorer les conditions naturelles sur ces territoires-là de manière à favoriser non seulement l'adaptation au changement climatique, mais aussi la préservation des habitats qui sont de plus en plus rares dans le sud-ouest de cette portion-là. Et la question qui nous était posée, c'est existe-t-il des mesures d'éco-fiscalité qui peuvent contribuer à la protection des espaces naturels dans ce territoire-là, améliorée par le fait même la résilience, l'adaptation au changement climatique, la préservation des habitats pour des espèces fauniques floristiques à statut précaire? Point d'interrogation, on nous lance la question. La réponse au début était super simple, non. Non, ça n'existe pas. Donc, on est parti de quelque chose qui, au départ, n'existait pas. Donc, on a beau faire une revue de littérature, des outils qui font ça en éco-fiscalité, ça n'existe pas. Donc, s'il faut embarquer dans un projet comme ça, il faudra les inventer. Donc, c'est un peu ça le travail de recherche qu'on a fait, c'est de se dire, si ça n'existe pas, est-ce que ça peut exister? Donc, on est vraiment là-dedans. Pourquoi on s'intéresse aux outils d'éco-fiscalité? En fait, c'est quoi des outils d'éco-fiscalité? Dans le spectre des outils qu'on a qui sont disponibles pour préserver les espaces naturels, il y a des outils qui vont être beaucoup plus rigides. Donc, les outils réglementaires sont très rigides. On vous interdit, vous n'avez pas le droit, on arrête, stop. Donc, ça, c'est très rigide. Notamment pour l'arénette Faugrillon dans le sud de la région métropolitaine de Montréal. On a des décrets, c'est des lois, on arrête le développement, on interdit, puis on protège. C'est super efficace. Cela dit,
on ne peut pas utiliser ces méthodes-là pour tout parce qu'il y a des choses qu'on va faire, donc des comportements qu'on va avoir qui sont nocifs, qui sont destructifs pour les espaces naturels, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de les faire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'occuper le territoire minimalement et le territoire qu'on va occuper va être altéré, puis ce ne sera pas un territoire naturel nécessairement intéressant, mais on veut le faire le moins possible. Donc, on veut que ce soit permis, mais on veut que ce soit puni en même temps. Et c'est là que les outils économiques embarquent. C'est là où on a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a plus de flexibilité, on laisse des choix aux gens, mais on insère des incitatifs. Donc, l'écofiscalité, c'est là qu'elle vient intervenir. Donc, il faut, pour avoir un bon client pour l'écofiscalité, avoir un comportement qui, au départ, est un peu inélastique, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix de le faire, on va le tolérer, mais on veut l'avoir le plus petit possible. Et l'occupation du sol, c'en est un. Donc, déjà, en partant, on a dit, bien, on a quand même un bon client pour l'écofiscalité. C'est quoi qui est intéressant dans l'écofiscalité, ce qu'on appelle ici le double dividende, ça, les économistes aiment beaucoup ça, c'est que les mesures fiscales normales, standards, amènent des distorsions sur les marchés. Je donne un exemple. Si je taxe les revenus des personnes, que les personnes se disent, je ne veux pas payer trop d'impôts, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diminuer mes heures de travail. Ou je ne vais pas les déclarer. Je vais travailler pas de facture. Donc, on adopte des comportements légaux, illégaux, qui sont, somme toute, nocifs pour le développement de l'économie, pour la collectivité. Si je taxe, non pas les revenus des personnes, mais je taxe un polluant, un comportement. Ici, c'est l'occupation du sol, ou la transformation du sol de manière à détruire les espaces naturels. Du moment où j'impose une taxation sur ce comportement-là, bien, pour éviter l'impôt, qu'est-ce que les gens font? Bien, ils vont consommer le sol en plus grande densité, ils vont éviter d'empiéter dans les espaces naturels, ils vont potentiellement reverdir le territoire, ce qui est en somme tous des comportements qui sont bénéfiques pour l'économie. Ça génère un double dividende. Pourquoi? Parce que d'abord, on collecte des revenus pour financer les services publics, de manière à ne pas trop avoir d'impact négatif sur l'économie, puisque c'est le moins d'impact négatif que d'autres mesures. Mais en plus, quand les gens changent leur comportement, on améliore l'environnement dans lequel on double dividende. C'est merveilleux, sauf qu'il y a deux autres points qui s'ajoutent après. Ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Donc, quand je dis coût élevé de mise en œuvre, coût de mise en œuvre parfois élevé, ce n'est pas trop mal dans les mesures que nous, on a fait, mais on a quand même ouvert cette porte-là à dire combien ça coûte mettre ça en place par rapport à juste faire ce qu'on fait présentement. On rajoute des coûts, combien. Et l'autre, c'est le faible niveau d'acceptabilité sociale. Puis là, on va voir que dans les projets que nous, on propose, on se bute à cette limite-là, c'est-à-dire que la population en général, quand on leur parle de changer leur fiscalité, sont rarement heureux. Puis même si on met le mot éco devant fiscalité, ça ne les émeut pas beaucoup plus. Donc, on a cette problématique-là qui va prendre la place. On a proposé deux mesures. Vous allez voir, j'insiste beaucoup sur la première, très peu sur la deuxième. C'est que nos résultats sur la deuxième sont beaucoup moins intéressants et concluants que sur la première. Donc, on a vraiment travaillé plus la première que la deuxième. La première, c'est une taxe sur l'empreinte écologique de l'occupation du sol. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, comment on mesure ça, comment on fait ça. La deuxième, c'est une subvention sur les services écologiques des terrains mis en conservation. On utilise en fait la même assiette fiscale ici, c'est-à-dire qu'on veut caractériser le sol selon différentes occupations et ces occupations-là sont plus ou moins intéressantes pour les services écologiques, donc on a une gradation là-dedans. On va taxer la dégradation du territoire ou on va subventionner un territoire qui aurait des caractéristiques écologiques intéressantes. Donc, c'est ça l'esprit un peu des mesures qu'on veut mettre en place. Dans une mesure fiscale, il y a deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est l'assiette fiscale. Si on veut prélever un impôt, il faut avoir une assiette, il faut qu'on soit capable de le définir. Même il faut qu'on soit capable de le définir légalement. On peut observer l'assiette, on peut la mesurer, puis on peut l'imposer de manière objective. Donc, il faut que ce soit une mesure standard, correcte. Puis si quelqu'un conteste, dit non, non, mon assiette n'est pas de temps, mais de temps, on peut passer devant un juge. Le juge comprend ce qu'on fait, puis est capable d'arbitrer. Donc, ça prend une définition quand même assez intéressante. Ici, l'assiette fiscale qu'on imaginait au départ, et avec laquelle on a fini par travailler effectivement, on est parti de ce que la CMM produit comme données sur l'indice de la canopée métropolitaine. Eux divisent le territoire en 4 typologies différentes. Ce qu'ils appellent du minéral bas, du minéral haut, donc des espaces qui sont minéralisés, généralement des espaces qui sont imperméables, il n'y a pas de couvert de nature, il n'y a pas de végétation,
sur ces portions-là de territoire. Bas puis haut, c'est juste une question de hauteur. Là, donc, on s'entend que généralement, c'est des sols imperméables ou des sols qui ont été complètement dénudés de toute végétation possible. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le végétal bas et le végétal haut. Donc, le végétal bas, on s'entend, c'est de l'herbe, peut-être des parterres de fleurs, des choses comme ça. Donc, c'est végétalisé, mais au niveau du sol, en fait, moins de 3 mètres, c'est souvent l'argument qui va être utilisé. Et la canopée, donc les espaces où il y a des arbres, qui peuvent être des espaces boisés ou des arbres urbains. Je reviendrai sur cette distinction-là tantôt. Et là, on s'est dit, bon, si la SMM le fait déjà, est-ce qu'on peut prendre ça et faire une assiette fiscale avec? C'était la question qu'on se posait au départ, puis on a commencé à travailler là-dessus. On a collecté des données intéressantes. On a séparé les milieux urbains des milieux ruraux pour 2 raisons. Mais au niveau de l'assiette fiscale, c'est qu'on avait des meilleures données dans ce qu'on appelle le rural. Là, ici, vous allez voir, le rural, ça finit par être du agricole, là, pas que du rural. Et ce qu'on appelle milieu urbain, on avait des données un petit peu moins précises, mais on a quand même réussi à travailler là-dessus. Donc, on les a distinguées. On en a fait 2 assiettes différentes et des applications de taux qui sont différentes aussi sur les 2, parce que, j'y arrive, l'application des taux, ça découle de différents éléments. Donc, on a une assiette, on est capable de l'observer objectivement, puis on est capable de faire un registre où toutes les propriétés ont des superficies par catégorie. Ensuite, on applique sur chacune des catégories un taux. Et là, quel taux on choisit? Bien, la façon que nous, on a déterminé les taux, on s'est basé sur 3 choses, en fait. La première, c'est un écosystème de référence. C'est quoi un écosystème de référence? Du moment où je dis que la nature a été altérée, la question qu'on me pose, c'est quelle nature? Qu'est-ce qui a été altéré au juste? Bon. Là, je travaille avec des écologistes qui me disent, il faut que tu me dises, Jean-Philippe, c'est quoi une nature non altérée? Puis je ne sais pas quoi vous dire. Donnez-moi quelque chose qu'on dirait, c'est le standard qu'on veut avoir si on veut que nos espaces naturels soient corrects. Et dans les milieux urbains, on a appelé ça une forêt urbaine, donc autrement dit, un espace de forêt en milieu urbain. Et en milieu ou en zone rurale, on parle plus d'une forêt mature, 30 à 50 ans. On a dit ça, c'est l'élément de base qu'on se dit, si on a ça, on est heureux. Du moment où on dégrade ça, on est malheureux, donc on commence à taxer. Si on a plus que ça, ça dérange pas. Okay? Donc, on est heureux avec ça. Une fois qu'on est capable de dire, OK, c'est ça le niveau d'espace naturel qu'on veut avoir, puis du moment où on le perd, du moment où il y a une perte par rapport à ça, bien, il y a un dommage. C'est combien ce dommage-là? Combien ça vaut économiquement? Là, on est parti d'une étude qui a été faite par Duprat, Allan et Rivret en 2015. On a actualisé les chiffres. On n'a pas remis en question cette étude-là. On aurait pu débattre que cette étude-là n'était pas assez précise, ce n'est pas les bons chiffres. On a préféré dire, bien, écoutez, on ne refera pas toute cette recherche-là. On part de ça et on se dit, supposons que c'est vrai. Okay? Donc, supposons que c'est vrai qu'une forêt urbaine, ça va offrir 13 833 $ de valeur de services écosystémiques à la population par hectare, c'est-à-dire 1,38 $ par mètre carré de superficie. Du moment où je détruis une superficie de 1 mètre carré, je perds une valeur de 1,38 $ à chaque année à perpétuité. Ça, c'est l'élément de base. Dans les zones rurales, la valeur est moindre parce qu'il y a une partie des services écosystémiques qui sont rendus aux humains. Donc, du moment où il y a une densité moindre d'humains et qu'il y a moins de personnes pour pouvoir en profiter, le service rendu va être moindre. Donc, on a une valeur de, ici, non pas 1,38 $ par mètre carré de superficie perdue, mais 1,53 sous par mètre carré de superficie perdue. Donc, tout dépendant de si l'espace est urbain ou rural, les taux applicables ne sont pas les mêmes. Okay? Donc, on est dans des grilles tarifaires, des grilles de taux de taxation qui sont différents, mais qui utilisent la même méthode et qui sont appuyés sur la même recherche. Le problème, c'est entre les deux. C'est-à-dire que du moment où on a tout détruit, on sait ce qu'on a perdu. Du moment où on a l'écosystème de référence, on sait ce qu'on a. Quand on est entre les deux, qu'est-ce que ça fait exactement? Et c'est là qu'on a travaillé avec des indices. Okay? Donc, un indice composite de 3 sous-indices dans lesquels on a intégré les indices de stockage, un indice de stockage du carbone, excusez-moi, un indice de qualité d'habitat phonique, puis un indice de régulation de l'eau. Pourquoi ces 3 indices-là? Parce que la question qu'on nous posait au départ était sur des mesures d'écofiscalité en matière d'adaptation, protection des espaces naturels et des habitats phoniques. On est allé chercher 3 éléments
On aurait pu en mettre 4, on aurait pu en mettre 5. On a essayé de garder le plus simple possible. Donc, on a fait des choix, c'est discutable. Mais ça nous permet de créer une gradation, c'est-à-dire quels sont les éléments liés au stockage du carbone, qualité de l'habitat, de la régulation, quand on est entre la forêt urbaine puis l'espace complètement minéralisé, c'est-à-dire qu'on aurait complètement détruit l'espace naturel. Entre les deux, quand c'est faiblement végétalisé, où on met la barre? Bien, ça dépend de comment les indices varient selon différents types d'occupation du sol. Et ça nous permet de créer une grille de taxation pour le milieu rural et le milieu urbain qui ressemble à ce qui est ici. Je vais vous expliquer le milieu urbain parce que c'est surtout sur ça qu'on a travaillé, mais la différence entre les deux, c'est que dans le milieu rural, on avait des données plus précises, donc on était capable de créer des catégories plus intéressantes. Les taux de taxation ne sont pas les mêmes non plus élevés en milieu urbain qu'en milieu rural parce que la perte d'espace naturel coûte plus cher en milieu urbain qu'en milieu rural. La manière qu'on pourrait lire le graphique de droite, c'est qu'on a en fait 4 catégories de sols. Les sols qui sont minéralisés, qu'ils soient haut ou bas, nous, on ne fait pas de distinction. On considère qu'il n'y a pas d'espace naturel sur ces portions-là de territoire. Ils sont taxés comme si on avait tout perdu, nos espaces naturels. On a perdu tous les services écosystémiques qui pourraient potentiellement aller avec, à 1,38 $ le mètre carré. Si on a une forêt urbaine ou des marais ou des marécages ou des tourbières, on considère que l'espace naturel est entier, intègre. On fait rien. Le taux de taxation applicable, c'est 0. Donc, ces espaces-là sont retirés de la taxation. Et l'intermédiaire entre les deux, donc ce qu'on appelle le végétal bas, on suppose ici des terrains de l'herbe, donc des terrains qui sont végétalisés, mais avec des qualités d'habitat qui ne sont pas nécessairement super intéressantes, une captation de carbone qui n'est pas non plus aussi intéressante que si on a une canopée. À ce moment-là, 74 sous par mètre carré. Puis les arbres urbains, donc des arbres isolés qui ne sont pas classifiés comme forêt là, dans l'inventaire écoforestier du Québec méridional, là, qui est un registre dans lequel on va qualifier les terrains soit de forêt ou des terrains qui ont des arbres mais qui ne sont pas une forêt. Donc, les arbres urbains sont des arbres essentiellement isolés. Lorsque le terrain est couvert par des arbres isolés, 33 sous le mètre carré, ça nous donne 4 catégories de taxation de 0 à 1,38 $. Dans le milieu rural, on a plus de catégories, une gradation un peu plus compliquée, si je vous dirais, un petit peu plus complexe, et des taux qui sont un peu plus faibles. Pour les subventions, c'est un petit peu plus compliqué, comme je vous ai dit, j'en parlais moins, parce qu'on s'est posé beaucoup la question à savoir qu'est-ce qu'on subventionne au juste. On sait qu'en milieu urbain, si on a un écosystème de référence qui est la forêt urbaine, le rendement réel économique est de 1,38 $ par mètre carré à chaque année. On pourrait verser ce rendement-là au propriétaire du terrain. Cela dit, si on est dans un contexte où on applique déjà une taxe, l'écart fiscal entre le terrain qui a été minéralisé et celui qui ne l'a pas été est déjà de 1,38 $. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de subventionner un terrain qui aurait l'écosystème de référence. On pourrait subventionner un écosystème qui va au-delà, un terrain qui a un terrain qui va au-delà de l'écosystème de référence. En milieu rural, on voit que la forêt mature, ce n'est pas celle qui a la valeur écologique la plus élevée. Une forêt âgée, un marécage ou une tourbière aurait une valeur plus élevée. À ce moment-là, en milieu rural, on pourrait prendre des terrains mis à conservation puis dire, bien, pour la valeur écologique de votre terrain qui surpasse l'écosystème de référence, on pourrait vous verser une allocation annuelle, une subvention en fonction de la valeur écologique des terrains que vous allez mettre en conservation. Évidemment, pour avoir droit à une subvention, on suppose ici au départ que les terrains ont une dimension grande, suffisamment grande, et qu'ils sont protégés d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on les a complètement retirés d'un potentiel développement futur. Et à ce moment-là, on pourrait mettre en place un programme de subvention pour lesquels on rémunère les propriétaires pour les qualités écologiques de leur territoire. On verra à la fin de la présentation que ça ne marche pas toujours très bien, cette idée-là. Donc, conceptuellement, on est capable de créer une assiette fiscale. On est capable d'avoir un raisonnement qui nous amène à calculer des taux applicables sur les assiettes. Qu'est-ce que ça fait si on le fait pour de vrai? C'est-à-dire qu'on passe du concept à la mise en œuvre. Et là, pour passer du concept à la mise en œuvre,
On a échantillonné des terrains sur le territoire de la ville de Laval et on les a caractérisés comme si on les mettait sur un registre pour fin fiscale dans lequel on répertorie toutes les superficies, on les catégorise et on a les superficies de chaque catégorie pour chaque terrain. On prend la grille de taux, on applique ça, ça nous fait un montant d'impôt à payer annuel pour chacune des propriétés. Voici la facture qu'on envoie à chacune des propriétés. Est-ce que c'est correct de le faire comme ça? Quel résultat est-ce que ça donne? Donc, au départ, on est allé sur le terrain, sur le territoire de la ville de Laval. On n'a pas pris les données ville de Laval. C'est bien des terrains individualisés qu'on a sortis avec une certaine diversité de terrains. Ils sont sur le territoire de la ville de Laval parce qu'on a travaillé avec Habitat pour faire cette portion-là du travail et ils avaient accès à des données plus intéressantes sur le territoire de Laval. Donc, on est allé avec là où on a des données pour que ce soit plus simple à faire. Vous avez un peu la répartition des occupations de sol, là, c'est-à-dire les propriétés sont classées comment au registre foncier. Donc, essentiellement, des propriétés résidentielles, c'est ce qu'on a observé beaucoup. Chalets industriels, vous allez dire des chalets à Laval, oui, ça a l'air qu'il y a des chalets à Laval. Donc, toutes nos conclusions sur les chalets sont à prendre avec discernement, là, parce que quand on extrapole éventuellement, là, les chalets, c'est un petit peu dur. Au niveau industriel, on n'a pas un échantillon très, très développé, donc encore là, c'est un petit peu difficile de tirer des conclusions, mais en commercial, on a quand même, commercial institutionnel, on a quand même une vingtaine de terrains, là, donc là, c'est intéressant. En agriculture, oui, il y a de l'agriculture à Laval, il y a quand même une zone agricole à Laval, donc on est allé chercher une vingtaine, 22 terrains là. Et ce qu'on appelle les terrains à la fin, c'est des terrains non utilisés, donc essentiellement soit des friches urbaines ou rurales là, ou agricoles. C'est selon. Donc, on avait à peu près 112 terrains qu'on a mis ensemble. On a dit, ça, c'est une assiette fiscale. On va appliquer les taux là-dessus. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? On s'est aussi servi de cet échantillon-là pour faire une extrapolation à l'ensemble du Québec. Et là, pourquoi on est passé de Laval à l'ensemble du Québec alors qu'on travaillait sur les basses terres du Saint-Laurent? On a fait une petite gymnastique ici. On sait que la problématique sur laquelle on nous demande de travailler, c'est les basses terres du Saint-Laurent parce que c'est là qu'il y a des enjeux, je dirais, de cohabitation entre les humains et la nature, qui sont plus flagrants parce que c'est plus densément occupé. Par contre, sur le plan institutionnel, quand on applique la fiscalité, les basses terres du Saint-Laurent, ce n'est pas un territoire institutionnalisé. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de territoire administratif qui s'appelle basse terre du Saint-Laurent. C'est soit une municipalité qui peut prélever un impôt, soit le gouvernement du Québec. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec des données prises sur le territoire de Laval, puis on a étendu ça à l'espace municipalisé de l'ensemble du Québec, puis après, on pourrait se poser la question, est-ce que ce sont les municipalités ou le gouvernement du Québec qui devraient mettre en application la mesure? Mais on a englobé les basses terres du Saint-Laurent dans des données générales pour l'ensemble du Québec. À partir du graphique de gauche, où on est capable de sectionner chaque propriété selon son usage, c'est-à-dire logement, chalet, bureau. Et là, dans le logement, on était même capable de distinguer des logements, des propriétés de 1 logement, des propriétés de 2 logements, de 3 logements. Donc, on a tout désagrégé ça, puis on a essayé de voir comment on occupe ces terrains-là à Laval, en moyenne. Puis, comme on sait que ces propriétés-là sont réparties dans l'ensemble du Québec avec des dimensions différentes, donc on a les données sur les dimensions de toutes les propriétés au Québec, on a extrapolé puis on a dit, bien, voici ce que ça pourrait avoir l'air sur l'ensemble du Québec. On a aussi été capable, donc, de partir des données de Laval et du registre foncier d'extrapoler, mais aussi de rajouter des données de recensement dans ce qu'on fait pour être capable d'imputer, notamment dans le secteur résidentiel, des ménages, puis voir quel est l'impact sur les ménages d'une telle mesure fiscale. Le résultat que ça donne, c'est que ça nous a permis de calculer sur l'ensemble des propriétés du Québec, en supposant que chaque propriété a une portion qui est minéralisée, faiblement végétalisée, fortement végétalisée. On applique notre grille de taux. Ça nous donnait au total un 19 milliards, là, le chiffre qui est en bas ici, là, total du tableau, 19 milliards de dollars de prélèvement fiscal potentiel qu'on pourrait faire en appliquant notre outil sur l'ensemble des propriétés du Québec. Au niveau des propriétés résidentielles, donc les 2 premières colonnes en haut, si on additionne 13 plus 3, ça fait 16 %. Étant donné que l'activité résidentielle est une activité importante, il y a beaucoup de ménages,
ce 16 %-là constitue une facture relativement raisonnable, potentiellement acceptable, si on veut, au point de vue de la capacité de payer des ménages qui habitent sur le territoire. Ça fonctionne relativement bien. Il y a d'autres caractéristiques, je vous les montrerai tantôt, mais ça, c'est quelque chose qui nous est apparu comme très bon. Au niveau industriel, ben là, ça dépend pas juste industriel, c'est industriel, commercial et institutionnel, si on met tout ça ensemble, ce qu'on appelle le non-résidentiel ici, mais pas agricole. Ça constitue à peu près 25 % du prélèvement fiscal de la mesure ici. Pour les petits commerces, ça semble être très modeste. Par contre, quand on rentre dans les activités commerciales de grande superficie, les factures explosent. Ce n'est pas nécessairement mauvais d'entrée de jeu, puisqu'il existe des usines de très grande dimension avec des terrains minéralisés de très grande superficie. Le dommage environnemental de ces terrains-là est conséquent. L'activité économique sur les terrains est relativement importante aussi. Il y a potentiellement une capacité de payer. Présentement, on a ouvert un nouveau volet de la recherche, puis on s'intéresse beaucoup à la question de ces terrains-là, donc non résidentiels, avec des charges fiscales relativement importantes, à savoir quels sont ces terrains-là, combien ils payent, est-ce que c'est correct par rapport à l'activité économique qui est sur le territoire ou est-ce que c'est disproportionné? Pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique que ce serait d'entrée de jeu disproportionné. Il y a un potentiel là intéressant. Donc, pour nous, l'outil fonctionne probablement aussi là, puis on est en train de le valider. Quand on arrive aux terres agricoles, c'est là que ça fonctionne beaucoup moins bien. C'est-à-dire que les terres agricoles, étant donné, même si on applique des taux relativement plus faibles parce que c'est végétalisé, donc les taux sont plus faibles, ce n'est pas les taux les plus élevés, les superficies sont très grandes. Donc, même un petit taux sur une très grande superficie, ça finit par faire des charges fiscales qui sont très importantes. Et là, on aurait un prélèvement d'à peu près 7,3 milliards de dollars seulement sur l'activité agricole du Québec. C'est énorme. Ça représente 38 % de la charge fiscale complète de l'outil et c'est complètement disproportionné par rapport à l'importance de l'activité agricole dans l'économie. L'outil ne marche pas pour les terres agricoles. Donc, en partant, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Pour les terres agricoles, ça ne fonctionne pas. Et là, on est en train d'explorer l'idée dans le futur de peut-être voir comment on peut mettre en place des mesures d'écofiscalité sur les terres agricoles, non pas nécessairement fondées sur la valeur écologique ou la perte de valeur écologique des terrains, mais peut-être plutôt que d'avoir un écosystème de référence, d'avoir une pratique agricole de référence, puis de faire l'écofiscalité par rapport à ça. Donc, tout ce qui s'appelle zone agricole pourrait potentiellement être retiré de cet outil-là pour une application qui serait plus appropriée pour ça. Je reviens sur le résidentiel parce qu'il y a des propriétés fiscales super intéressantes de l'outil qu'on veut mettre en place. Si vous regardez le graphique de gauche ici, le graphique de gauche présente ce qu'on va appeler le degré de régressivité ou de progressivité de l'outil fiscal. C'est la proportion que les ménages payent en fonction de leurs revenus pour payer ou acquitter cette taxe-là qui est portée sur les terrains, en faisant l'hypothèse que c'est les occupants du terrain, donc les locataires dans le cas des logements, qui payent, qui vont avoir à supporter la charge fiscale. Ce que vous avez comme ligne en haut, là, en plus foncé, c'est l'impôt foncier actuel. Donc, l'impôt foncier actuel, les ménages les moins riches payent à peu près 5 % en moyenne de leurs revenus pour être capables d'acquitter annuellement, d'acquitter cet impôt-là. Puis les plus riches, ça va être plutôt 3 % de leurs revenus qui va être mis pour l'impôt foncier. Quand on regarde ça, on dit l'impôt foncier est régressif, c'est-à-dire qu'il y a une charge fiscale plus importante sur les personnes à plus faible revenu que les personnes à plus haut revenu. C'est quelque chose qu'on souhaite ne pas voir quand on met en place des mesures de fiscalité, mais ça arrive. Si on regarde notre outil à nous qu'on essaie de mettre en place, donc la ligne rouge un petit peu plus bas, non seulement la charge fiscale est beaucoup moins importante que l'impôt foncier traditionnel, donc on varie entre 0,5 et 1 %, mais la ligne est plutôt horizontale, ce qui veut dire que la proportion de charge fiscale pour les plus pauvres, la proportion de charge fiscale pour les plus riches est relativement neutre. Et ça, c'est sous l'hypothèse que les locataires sont les seuls à prendre la charge de l'impôt, ce qui est potentiellement pas vrai. Il y a une partie de la charge fiscale sur les propriétés qui vont affecter éventuellement le propriétaire foncier, qui généralement est plus riche que le locataire. Donc, il y a des chances que cet outil-là soit neutre, voire peut-être même un peu progressif si on change les hypothèses. C'est donc dire que sur le plan fiscal, c'est un bon outil. Ça ne génère pas d'enjeu d'inéquité sociale sur le territoire.
ce que d'autres outils qu'on utilise beaucoup, comme l'impôt foncier, vont générer davantage. Ça a aussi l'impact qu'on souhaite avoir sur l'incitatif, c'est-à-dire que là, ici, c'est la charge par logement, étant donné le nombre de logements sur la propriété. Bien, plus le nombre de logements est élevé, si on a 5 et plus, puis on part de 1, moins la charge est importante. Donc, si on veut éviter l'impôt, un des moyens qu'on va utiliser, c'est de grouper des unités résidentielles sur une même propriété. Donc, on va densifier le territoire. Ça envoie le bon signal. Le signal est là. On a aussi fait des tests sur savoir si les gens revertissent des portions de leur territoire, qu'est-ce qu'ils vont sauver comme argent. Puis, dans le fond, les incitatifs sont bons, c'est-à-dire si les citoyens adoptent les bons comportements, la charge fiscale se réduit. Donc, on a les bons incitatifs. Il n'y a pas d'enjeu d'iniquité. Ça a des super belles qualités sur le plan fiscal et sur le plan environnemental. Là où on a le problème, c'est quand on arrive et qu'on pose la question aux gens, on l'a fait, on a inséré une question dans le sondage Omnibus léger de février 2023. On a posé la question aux gens, on leur a décrit un peu, donc on dit on veut imposer une taxe sur les terrains qui serait inversement proportionnelle ou qui serait proportionnelle à l'impact écologique là, de l'occupation du terrain. Qu'est-ce que dans l'imaginaire collectif, ça peut refléter exactement? Ce n'est pas simple à comprendre, mais une chose est certaine, c'est que la grande majorité des gens à qui on a posé la question, êtes-vous d'accord, oui, non? Si on prend le total des réponses ici, là, la majorité des gens disent non, non, on n'en veut pas, ou non, ça ne nous intéresse pas. Là où il y a de l'espoir, c'est que les 35 ans et moins, donc si on va complètement à gauche, les deux premiers bâtonnets là, du graphique à gauche complètement, les 35 ans et moins sont majoritairement en faveur. Et là, on pourrait dire, oui, mais c'est parce que les jeunes ne payent pas d'impôts, ils ne sont pas propriétaires, ça ne les intéresse pas. Sauf qu'on a contrôlé pour la variable revenu, on a contrôlé pour la variable propriétaire locataire, et ces variables-là n'étaient pas significatives. Donc, c'est vraiment l'âge qui fait la différence. Donc, il y a un changement de mentalité générationnelle. C'est sûr que les 35 ans et moins, quand ils votent aux élections, c'est un petit morceau de l'électorat. Ça peut prendre beaucoup de temps avant que ça percole dans le reste de la population. Mais il y a quand même un petit espoir là, qui ne s'est pas complètement rejeté, mais c'est principalement rejeté. Là où on a été étonné, c'est au niveau du lien entre le niveau d'accord et la neutralité fiscale. C'est quoi la neutralité fiscale? Quand on met en place une nouvelle mesure fiscale, notamment d'éco-fiscalité, c'est important de le faire sans augmenter la charge fiscale globale de la population. Donc, de leur dire, on ne veut pas prendre plus d'impôts dans vos poches, on veut juste le prendre différemment. Donc, on change la façon de prélever des impôts, mais on garde le même niveau d'impôt global. Donc, pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est de prendre les recettes de la taxe et d'aller réduire une autre taxe avec. Le plus logique aurait été de diminuer l'impôt sur le revenu des personnes pour générer le gain économique le plus intéressant. Quand on pose la question aux gens, êtes-vous plus favorable à la mesure si jamais ça réduit l'impôt sur le revenu des particuliers? C'est une des mesures, si on prend le plus foncé en bas, c'est là où on a un taux d'accord, c'est une des mesures qui a le moins grand taux d'accord. Donc, les gens ne sont pas d'accord que ce soit fait de manière neutre. En fait, ils sont même plus d'accord avec une mesure d'éco-fiscalité si, à la droite complète ici, ce que vous avez, ça servait à augmenter les dépenses en santé. En fait, dans l'imaginaire collectif, une mesure d'éco-fiscalité en soi, ce n'est pas bon. Cela dit, on est tellement désespéré avec notre système de santé que si ça peut aider, OK. Donc, on n'est vraiment pas dans l'idée de changer la fiscalité. Le principe de changer la fiscalité pour avoir une fiscalité plus efficace, ça ne rejoint pas la population. Mais il y a des enjeux qui font ouvrir certaines portes, mais encore là, ce n'est pas facile. Donc, qu'est-ce que la population comprend de ça, son degré d'acceptabilité? Il y a un défi là, qui est important pour le futur. Et ensuite, sur le plan de la gouvernance et des enjeux ou des coûts administratifs, on y va, nous, de notre analyse, puis bon, je vous donne 3 conclusions qui ressortent de là. La première, c'est le gouvernement du Québec qui devrait mettre en place la mesure de taxation. Pourquoi le gouvernement du Québec? En fait, on pense qu'en tant que responsable du territoire, de manière constitutionnelle, le gouvernement du Québec a une meilleure vue sur ce qui se passe dans l'ensemble du territoire et peut éviter ce que nous, on appelle ici des effets de subvention inverse, c'est-à-dire une municipalité qui voudrait
minéraliser son territoire davantage de manière à tirer plus de recettes de la mesure fiscale et redonner à ses citoyens par ailleurs des services de meilleure qualité. Donc, autrement dit, il y aurait un bonus dans le malus. Et là, à ce moment-là, la mesure est moins efficace. Si c'est le gouvernement du Québec qui l'applique, comme c'est les municipalités qui sont responsables de l'aménagement du territoire, bien, non seulement les citoyens ne veulent pas payer cette taxe-là, ils ne veulent pas minéraliser le territoire, la municipalité n'a aucun intérêt à faire un aménagement du territoire ou à mettre des règlements en matière d'urbanisme et de développement du territoire qui favoriseraient la minéralisation puisqu'elle ne retire absolument rien de ça. On aurait probablement des effets plus intéressants si la mesure était appliquée au niveau central que local, d'autant plus qu'au niveau local, il pourrait y avoir la compétition des municipalités sur les taux, ce qui rendrait la mesure beaucoup moins efficace. Cela dit, ce n'est pas parce qu'on pense que l'argent devrait aller dans les coffres du gouvernement du Québec que les municipalités ne devraient pas être mandatées par le gouvernement du Québec pour percevoir l'impôt. Parce que les municipalités ont déjà des registres fonciers, ils ont déjà la liste de toutes les propriétés sur leur territoire, ils font déjà de l'évaluation foncière, on a déjà des superficies de terrain sur les évaluations foncières, il faudrait juste rajouter des catégories là-dedans, puis l'expertise de pouvoir catégoriser le sol, ce qui est à la marge un coût supplémentaire, mais on ne demande pas de refaire la roue au complet, là. Puis, au niveau de la perception même de l'impôt, les municipalités envoient déjà une facture d'impôt à l'ensemble des propriétaires. Donc, rajouter une ligne en dessous de dire « Ah, et la mesure d'éco-fiscalité vous coûte tant, envoyez-nous un chèque. » Au niveau de la manière de se conformer à l'impôt, ça coûte vraiment pas cher. Donc, il y a des avantages intéressants de rendre, de rendre mandataires les municipalités pour le prélèvement. Et quand on arrive au coût administratif, ben nous, on dit que ça ressemble beaucoup à l'impôt foncier. Hein? Donc, la méthode de fonctionner, ça ressemble à l'impôt foncier, sauf que comme on fait déjà l'impôt foncier, c'est un coût marginal qui s'ajoute par-dessus. L'impôt foncier coûte à peu près 250 millions de dollars à chaque année à gérer dans l'ensemble du Québec. C'est à peu près 2 des recettes qui sont prélevées par l'ensemble des municipalités. Donc, nous, ici, on pense que en termes global, ce ne sera jamais 250 millions de dollars. Et là, tout dépendant de si on garde l'agricole ou pas l'agricole dedans, ça se peut qu'en proportion, ce soit supérieur à 2 mais ça pourrait être de l'ordre de ce qui est similaire à ce qu'on a dans les municipalités. En gros, c'est facilement gérable, c'est acceptable. Donc, non seulement c'est techniquement faisable, mais c'est gérable aussi. Les coûts ne sont pas astronomiques. Je reviens sur la mesure de subvention en toute fin de présentation. Je vous dis que ça fonctionnait moins bien. On a eu une grosse discussion à savoir est-ce qu'on donne des subventions brutes à un propriétaire d'un terrain qui voudrait léguer à la collectivité dans une mesure de protection. Donc, j'ai un terrain de X hectares, j'ai le standard ou le seuil minimum. Nous, on a travaillé avec 1 hectare et plus. Ça aurait pu être 2, 3, 4. Donc, on dit que ça prend minimalement un grand terrain. Il faut que ce terrain-là soit mis en conservation. Puis, une fois que ça c'est fait, on envoie un chèque annuel au propriétaire pour dire voici votre rendement écologique sur votre terrain. Ce qu'on appelle la subvention brute, c'est comme si on rémunérait complètement l'écosystème de référence à pleine capacité, puis on signe un chèque, puis on l'envoie. Quand on donne une subvention brute, et là, j'ai juste fait une synthèse, on avait une dizaine de terrains en milieu urbain, une dizaine de terrains en milieu rural. J'ai juste fait une moyenne pour que vous ayez 2 lignes à suivre sur le graphique. Mais ce qu'on voit, c'est que les superficies des terrains en milieu urbain sont beaucoup plus petites qu'en milieu rural. Par contre, les valeurs des terrains sont beaucoup plus importantes quand ils sont dans un zonage non agricole. Bon, généralement, c'est du zonage résidentiel, donc ils ne sont pas protégés, ils sont développables. Il y a une valeur économique très élevée comparativement à ceux qui sont en zonage agricole. Et à la fin, quand on prend la valeur par mètre carré, c'est presque 1 %. Donc, on a 2 univers excessivement différents. Si je veux envoyer une subvention pour la valeur des services écosystémiques du terrain en tant que tel de manière brute, ça me donne un rendement de 1,7 % en milieu urbain. C'est correct, c'est raisonnable. Si je fais un investissement, j'ai 1,7 % de rendement sur mon investissement. Est-ce que c'est intéressant d'acheter un terrain pour le zoner vert puis de ne pas le développer pour faire 1,7 % par année ad vitam aeternam? Ça peut être intéressant. Par contre, quand on va en milieu rural, ça fait des rendements de 19,4 %. Tout le monde va s'acheter des terres agricoles non développées, non exploitées pour faire des forêts matures dessus. Là. Ça n'a pas de commune mesure avec un rendement financier normal. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça marche à moitié.
Là, on se dit oui, mais c'est parce qu'au départ, la subvention brute n'est pas logique parce que si on applique une taxation sur l'empreinte écologique de l'occupation du sol, le terrain non développé est déjà indirectement subventionné, c'est-à-dire ne paye pas l'impôt. Donc, il sauve l'impôt de ne pas développer son terrain. Il y a déjà un incitatif. On devrait le subventionner si et seulement si il peut dépasser, faire un aménagement qui permettrait de dépasser la valeur de l'écosystème de référence. En milieu urbain, ce n'est pas possible parce que la forêt urbaine, étant donné nos données puis ce qu'on avait, la forêt urbaine, c'était déjà le NIC plus ultra. On ne peut pas le développer. On ne peut pas dépasser ça. Donc, on ne peut pas subventionner. On pourrait subventionner seulement en milieu rural à un rendement de 2,5 par année, ce qui serait correct, raisonnable. Le seul problème rendu là, c'est qu'on se dit, oui, mais pourquoi est-ce qu'on envoie des subventions dans les terrains qui sont potentiellement les moins menacés par le développement pour les protéger alors que peut-être qu'ils n'ont pas besoin de ça. Et les terrains qui sont les plus menacés du développement, qui sont ceux qui ont la plus grande valeur à être protégés, on ne leur envoie rien. Donc, oups, on fonctionne à l'envers. Et à la conclusion qu'on a tirée de ça, c'est que les subventions, c'est plus compliqué, ça coûte plus cher, c'est moins efficace. Donc, si on peut avoir une mesure de taxation, en soi, c'est suffisant et c'est beaucoup plus efficace pour atteindre les mêmes objectifs. Donc, ma conclusion, c'est un peu le résumé de ce que je vous ai dit. Je pense que ce qui est le plus important dans ce qu'on a fait, c'est qu'on a démontré la faisabilité de l'outil. Au début, je vous ai dit ça n'existe pas. On l'a inventé, ça marche, c'est faisable. Donc, on peut continuer à y réfléchir. On n'est pas dans l'impossible ici. On est dans quelque chose qu'on pourrait voir être mis en place dans le futur. Au niveau du secteur résidentiel, non seulement ça fonctionne, mais ça fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire qu'on a plusieurs indicateurs qui nous montrent que c'est un outil fiscal qui pourrait être meilleur pour l'économie et pour l'environnement que beaucoup d'autres outils fiscaux qu'on utilise présentement pour financer les services publics. On aurait intérêt à pousser ça. Donc, quand je dis les sommes sont raisonnables et proportionnelles à la capacité de payer des ménages, pas d'enjeu d'équité ou d'impact trop important sur les populations plus vulnérables, favorise la densité de verdissement. Puis, mais le problème, c'est vraiment la faible acceptabilité sociale parce que c'est sur le secteur résidentiel que les citoyens vont réagir le plus. Ça va les toucher directement. Au niveau non résidentiel, la charge fiscale est plus lourde. On est en train d'étudier l'impact de tout ça, à savoir est-ce que c'est cohérent ou pas avec l'activité économique qu'on retrouve sur le sol. Mais pour l'instant, on y voit là aussi un potentiel fiscal et un potentiel économique et au niveau de l'environnement qui est très intéressant. Au niveau du secteur agricole, notre conclusion, c'est que la mesure ne marche pas. Les impacts sur le marché bioalimentaire vont être négatifs, trop importants. Il faut trouver d'autres solutions. Donc, il faut ouvrir des nouveaux volets de recherche dans le futur pour être capable d'aller mieux répondre à la question de la gestion écologique du secteur agricole en utilisant l'écofiscalité pour y arriver. Et le dernier, la mesure de subvention, bien, étant donné la relation superficie-valeur écologique et valeur marchande qui ne fonctionne pas dans le bon sens, les subventions liées à la valeur écologique des terrains mis en conservation, ça ne fonctionne pas très bien. Ça coûte cher, ce n'est pas très efficace pour atteindre les objectifs de conservation du territoire. Moi, c'est ce que j'avais à vous dire. Je ne voulais pas prendre plus que 40 minutes, mais j'en ai pris un petit peu plus que 40, je suis désolé. L'étude est rendue disponible sur le site Internet d'Ouranos, sur le site Internet du Cyrano également. Et il y a un petit cahier perspective. Si jamais vous ne voulez pas lire l'étude au complet, vous voulez voir en 5 pages comment est-ce que ça se résume, bien, vous pouvez aller voir la série perspective sur le site Internet du Cyrano. Et le numéro est sorti aujourd'hui, je pense. Il sort là maintenant, donc vous pouvez aller lire ce petit résumé-là de l'étude. Merci beaucoup. Je vais prendre vos questions dans les 15 minutes qui Jean-Philippe, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci pour la présentation. J'essaie juste de comprendre la question de la densification, comment ça favorise en fait la densification, parce que si on pense à un terrain, mettons en banlieue, où maintenant on a une maison familiale avec du gazon et un ou deux arbres, et là, si on le développe avec 5 logements, ça prend plus de place, mais on a moins d'arbres, moins de bâtiments. Ce terrain-là sera plus taxé quand même, plus densifié. En fait, c'est que vous avez 5 ménages. Ils ont plusieurs choix.
Les 5 ménages se répartissent sur 5 maisons unifamiliales détachées avec des terrains séparés, des entrées de garage larges, 3 ou 4 véhicules, plus la maison, plus la piscine creusée en arrière, plus le patio. Puis là, on fait une grande surface minéralisée, un ménage. Grande surface minéralisée, 2 ménages. Ou les 5 ménages disent non, non, on minéralise un terrain, puis on garde les 4 autres intègres à leur état naturel, puis on se localise. Donc, l'idée, c'est comment on peut loger les ménages le plus efficacement possible sur le plan environnemental, c'est d'essayer de les localiser le plus serré les uns avec les autres possible pour que les infrastructures publiques plus les infrastructures privées prennent l'emprise la plus petite possible sur la nature, puis ça nous laisse de l'espace autour qu'on peut plus facilement conserver parce qu'on a comme objectif de loger aussi les gens. C'est pour ça que je vous dis que l'écofiscalité est intéressante. Elle n'interdit pas de se loger, mais elle envoie un signal prix que celui qui se loge en détruisant plus de nature coûte plus cher à loger que celui qui se loge en détruisant moins. C'est ça qu'on essaie d'envoyer comme signal. C'est ça, je pense. En fait, je pense à un terrain précis, mettons, si on développe avec un propriétaire de terrain, avec un 5 logements, avec un propriétaire de l'immeuble, il va payer quand même plus cher que. Mais c'est 5 ménages qui payent. C'est pour ça que, en fait, même au début, les gens disaient oui, mais les pauvres habitent dans des endroits minéralisés, les riches ont des terrains avec du gazon. Oui, c'est tout à fait vrai, mais quand on prend la superficie minéralisée d'un ménage pauvre, c'est très petit. Parce que vous prenez l'emprise du bâtiment avec 12 logements. C'est que chaque logement a 1/12 de l'emprise au sol. C'est des petites emprises. Alors qu'un ménage beaucoup plus riche va prendre son emprise seul, puis comme je vous dis, avec l'entrée, avec plusieurs véhicules, avec la piscine, avec tout ça. Ce qui fait que quand on regarde la superficie minéralisée par ménage, on s'aperçoit que c'est assez neutre. C'est-à-dire que les personnes à faible revenu ne minéralisent pas beaucoup l'espace parce qu'ils s'entendent puis ils ont des modes d'habiter le territoire qui sont plus écologiques en soi, causés par leur plus faible revenu. Donc, quand on va taxer ça, ben, ils en sont récompensés indirectement. Parliez de la taxation de propriétaires de c'est comme un chiffre d'établi pour propriétaire de C'est un grand mystère de la science. On a des hypothèses, mais on n'est pas capable de les valider. Donc, même quand on travaille, je travaille beaucoup sur l'impôt foncier, par exemple. Je vous ai montré l'impôt foncier régressif. C'est fondé sur des hypothèses. Il y en a qui vont prétendre l'inverse. Parce que on suppose que quand le propriétaire reçoit la taxe, il la met directement dans le loyer. Ce qui, à l'heure actuelle, doit être très vrai, étant donné qu'il y a rareté de logement. Donc, une facilité de le faire. Si vous êtes sur un territoire avec des taux d'inoccupation de logement très élevés, c'est fort probable que le propriétaire n'est pas capable de rentrer dans ses loyers parce qu'il ne va pas louer ses logements s'il le fait. Donc, il va l'absorber. Où est-ce qu'elle est la vérité? Ça dépend des époques, ça dépend des territoires, mais on sait qu'il y a un jeu ici, un vase communicant de propriétaires et locataires, c'est-à-dire qu'ils vont se partager d'une certaine façon la charge fiscale. L'hypothèse la plus facile à travailler avec, c'est de supposer que c'est transféré entièrement au locataire. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de preuves scientifiques que c'est ça qui se passe. Puis dans les modèles, il y a des bonnes raisons de douter que ce soit aussi facile que ça. C'est pour ça que j'ai dit, ça ne peut pas être pire que ce que j'ai mis là. C'est la version la pire que j'ai pu mettre. Il y a des hypothèses qui seraient plus avantageuses. Caroline, je ne sais pas qui a levé la main en premier. Juste une question, je suis quand même curieuse sur la partie d'acceptabilité sociale. J'ai comme l'impression qu'il y a comme une partie que c'est peut-être juste une compréhension ultimement, mais est-ce qu'il y a dans l'étude, est-ce que vous avez regardé si ces outils-là seraient appliqués ailleurs et si là, on a réussi à dépasser aller chercher l'acceptabilité sociale pour le mettre en place? Bien, c'est un enjeu. Ça n'existe pas ailleurs. Ce qui existe, qui est proche, ce que certaines municipalités de l'Ontario font, puis il y a des municipalités au Québec qui sont en train d'étudier la possibilité de le faire aussi. En anglais, ils appellent ça des stormwater taxes, des taxes sur les superficies minéralisées. En gros, c'est comme une tarification de l'égout fluvial, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire, plus vous versez dans l'égout fluvial, plus on vous envoie une facture élevée.
Ça existe. C'est mis en place. Je pense à la ville de Mississauga, en Ontario, là, qui est une des plus grosses villes, probablement au Canada, qui met ça en œuvre. Donc, pour être capable d'y arriver, il faut qu'il passe par un chemin qui ressemble beaucoup à celui qu'on a pris. C'est-à-dire aller voir les terrains, qu'est-ce qui est minéralisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, donc qu'est-ce qui est imperméable, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est quoi la superficie, puis on applique un taux sur la superficie. Ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est mis en place. Donc, on sait qu'il y a des choses comme ça qui fonctionnent, mais l'idée de vraiment dire c'est l'empreinte écologique qu'on va taxer, ça, on est allé un cran plus loin. Ça n'existe nulle part dans le monde, donc c'est très difficile à mettre en place. Quand on appelle ça une tarification à l'égout pluvial, peut-être que ça passe mieux, puisque ce n'est pas une mesure d'imposition en tant que telle, mais le principe est le même. Donc, il y a des endroits qui réussissent à trouver une formule qui visiblement passe, là, parce que ça a été mis en place. Sinon, ça semble comme quelque chose qui est un peu trop distant par rapport à... Quand la connexion, elle se fait mieux entre ce que je paye, peut-être que l'acceptabilité, elle est un peu plus souvent. Oui, puis c'est possible que le mot éco-fiscalité en tant que tel soit rebutoire. C'est-à-dire que les gens sont pas. Puis c'est pour ça que les jeunes l'aiment, parce que les jeunes aiment le mot éco, puis les générations plus vieilles sont un petit peu méfiantes par rapport à ces choses-là. Donc, ça, on n'a pas validé. Nous, on a plus validé sur l'âge des personnes, les revenus, les caractéristiques sociodémographiques en lien avec est-ce qu'ils sont favorables ou pas. On n'a pas testé. On pourrait le faire avec des focus group éventuellement, là, de tester différentes façons de le dire pour voir comment les gens le comprennent, le perçoivent, puis finissent par le trouver acceptable. Je pense qu'il y a ce défi-là. Moi, je parle beaucoup du défi de l'éducation populaire. Moi, je donne des conférences à des groupes convertis à chaque fois, puis tout le monde comprend ce que je dis, puis tout le monde est heureux. C'est donc bien évident ce que vous dites, pourquoi on ne le fait pas. Je dis, sortez dehors dans la rue, parlez avec quelqu'un, vous allez comprendre pourquoi on ne le fait pas. Des non-initiés, des gens qui comprennent mal, à qui on n'a pas expliqué, qui ne sont pas ouverts nécessairement à ces choses-là. C'est ces personnes-là qu'il faut tranquillement être capable d'amener là-dedans. Je ne suis pas sûr qu'on travaille beaucoup à ça présentement, mais en tout cas, plus on va être capable de sortir des universités et d'aller vers les gens, plus on va être capable, selon moi, d'expliquer pourquoi, parce que c'est économiquement meilleur. Même si on n'aime pas l'environnement, même si j'enlève le mot éco puis je fais juste garder fiscalité, ça va fonctionner bien. Donc, on a un intérêt économique autant qu'un intérêt environnemental d'aller dans cette direction-là. Et c'est là que des fois, je pense que les gens ne comprennent pas cette notion-là d'amélioration de l'efficacité du système fiscal. Merci Jean-Philippe. Je vais demander, ceux qui posent des questions dans la salle, je vais demander de parler un peu plus fort parce qu'à l'externe, on ne vous entend pas. J'ai quelques questions à l'externe, justement. Je vais aller vers eux, puis je vais revenir aux questions dans la salle. Puis j'ai aussi des commentaires que je pourrais ensuite, il y a des félicitations, super bonne présentation, très claire, mais au-delà de ça, il y a des commentaires, je les transférerai ensuite. Mais dans les questions, on a Jean-François Delorme qui pose la question, l'indice composite, donc on revient davantage au début, l'indice composite est-il construit avec des poids égaux? Oui. Oui. La question simple. Oui, la question simple, c'est qu'on a mis une pondération, un tiers, un tiers, un tiers. Encore là, c'est discutable. On aurait pu utiliser autre chose. Non, c'est un point de départ. Ça ouvre la porte à quelque chose que je n'ai pas dit, mais c'est certain qu'une mesure fiscale, c'est une mesure qui éventuellement devient politique. Donc, nous, on a dit, voici, si vous voulez vous asseoir sur de la science pour développer l'outil, voici les concepts que nous, on privilégie et la méthode à laquelle on pense que vous devriez arriver. Après, quand les politiciens passent sur la mesure, ils disent, ben nous, on ne veut pas 4 catégories, on en veut 5, inventez-en une autre. Puis les taux, on ne les veut pas à 1,38 $, on veut commencer avec 25 sous. Ben, ils commencent avec 25 sous. Donc, c'est une démarche qui est fondée sur une réflexion, puis sur une vision, je dirais, parce que c'est très discutable ce qu'on a fait. Comme je vous dis, on aurait demandé à un autre groupe d'arriver à développer l'outil. Il aurait choisi d'autres indices, il aurait choisi un autre écosystème de référence, puis il serait arrivé avec d'autres taux, puis peut-être une assiette différente. Mais du moment où on a une assiette qui est correcte, qui se défend bien, l'application des taux, nous, on en suggère une, mais après ça, les politiciens ont le choix de les couper en deux, de les multiplier par 3, d'y aller avec une intégration progressive.
de retenir seulement 2 taux, le maximum puis le 0, puis entre les deux, on n'a plus rien. Donc, tout ça est possible dans une négociation politique future. Mais on a quand même une démarche qui se défend, mais qui est effectivement discutable, à savoir qu'est-ce qu'on a pondéré ou pas. On aurait pu le pondérer autrement. Une autre question, on ajoute de Patricia Deville, on ajoute sur les comptes de taxes des citoyens en supposant qu'ils ont par le passé détruit des milieux ou on l'applique lorsque détruit un nouveau milieu? Ça, c'est une très bonne question parce qu'au départ, on avait pris comme orientation de taxer la destruction des milieux naturels. Puis j'avais discuté avec des gens du ministère de l'Environnement, puis ils m'ont dit, tu sais, Jean-Philippe, détruire des espaces naturels dans la région métropolitaine de Montréal, ça devient de plus en plus difficile. Tu ne vas pas taxer grand-chose. J'ai dit, ben, c'est un peu plate, parce que quand on prélève un impôt, on veut quand même essayer d'avoir quelque chose. Donc, c'est là qu'on a changé la stratégie, puis on a dit, on va appliquer ça sur tout espace détruit, qui soit détruit depuis 500 ans, ou qu'on l'ait détruit la semaine passée, ou qu'on prévoit le détruire l'année prochaine, tout le monde va payer la portion détruite. Ça a comme incitatif que c'est sûr qu'il y a des gens, comme je disais, ils sont complètement inélastiques. C'est-à-dire que les personnes qui vont détruire sa maison, faire un jardin à la place pour éviter de payer l'impôt. Les gens vont dire, ben, c'est quoi la facture? Ah, c'est ça que je coûte, ben, tiens, je vais le payer. C'est correct qu'il y ait des gens qui payent, ça prend de l'argent pour financer les services publics. C'est tout à fait correct. Mais il y a des gens qui prévoient dans le futur se construire, puis là, quelqu'un va arriver et va dire, hey, juste vous donner une idée que votre projet A, là, il va vous coûter X en impôts dans le futur. Si vous le modifiez comme ça, vous allez économiser tant en impôts. Puis là, les gens vont faire, ah, je pense que je vais densifier, je pense que je vais ramener, je pense que je vais préserver un petit peu le boisé, je vais préserver une ligne de végétation sur mon terrain. Je n'y avais pas pensé de le faire. Il y a des usines qui ont planté des micro-forêts sur leur terrain dans le but de pouvoir aller racheter ça sur le marché du carbone. Imaginez si on taxe le terrain lui-même, à quel point ils ont un incitatif à y insérer des petites forêts ou des micro-forêts un peu partout en disant pourquoi j'ai besoin d'autant de terrain. Anecdote, quand la Molson, la Ville de Montréal taxe les stationnements. Quand la Ville de Montréal s'est pointée à l'ancienne usine Molson, puis on dit montrez-nous votre stationnement, et on dit ben voilà, c'est ça. Il y a un grand terrain en gravier, tout ça. Puis la Ville de Montréal a dit correct, ils ont fait le tour. Puis on dit ben voici votre facture. Puis là, ils ont dit non, mais ça n'a pas d'allure, il n'y a pas autant d'autos que ça sur notre terrain. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont livré des blocs de béton, ils ont déterminé un espace, puis ils ont dit ça, c'est un stationnement pour réduire la charge fiscale. Bon, évidemment, ils n'ont pas verdi tout le taux parce qu'on taxait juste ce qu'on appelait stationnement. Mais du moment où vous avez des superficies minéralisées qui servent à rien, puis que les propriétaires se disent, je ne sais pas pourquoi je l'ai minéralisé, celle-là, je ne m'en sers pas, bien, ils vont les revégétaliser. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des transformations majeures, mais c'est beaucoup de petites transformations qui s'additionnent les unes aux autres, qui font en sorte que ce n'est pas super élastique, mais ce l'est quand même un peu, puis la taxe va avoir un impact à ce niveau-là. Et il nous dit, je ne sais pas, est-ce que je prends 2 autres questions? Je vous regarde. Est-ce que vous êtes prête à. Il y en avait une aussi tantôt. Mais vas-y, Hélène. Moi, une question sur le non-résidentiel, particulièrement l'institutionnel. Puis, premièrement, l'institutionnel, souvent dans une municipalité, c'est d'autres paliers de gouvernement qui sont les contribuables. Donc, je ne sais pas comment ça se fonctionne. Fait que là, ça serait un palier de gouvernement qui s'impose lui-même ses superficies. Puis aussi, ces mesures-là, du côté peut-être un peu plus commercial ou industriel, comment des mesures d'éco-fiscalité, ça peut se réconcilier avec les subventions massives pour du développement économique à tout prix, des fois, qu'on voit régulièrement dans les nouvelles. Fait que comment ça pourrait se réconcilier tout ça? Je vais prendre vos 2 questions dans le sens inverse que vous les avez posées. La première, sur les subventions, c'est certain qu'en écofiscalité, la première chose qu'on doit faire avant d'implanter une mesure d'écofiscalité, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de subventions qui font l'inverse de la mesure d'écofiscalité. Donc, en gros, la première mesure d'écofiscalité, c'est d'enlever les subventions qui ont un incitatif à un comportement nocif pour l'environnement. Déjà, d'entrée de jeu, c'est ce qu'il faut faire.
on ne l'a pas fait, mais il faut voir jusqu'où il y a des subventions, puis à quel point ces subventions-là favorisent l'étalement urbain, favorisent la minéralisation des sols, l'occupation en basse densité. Donc, est-ce qu'il y a des subventions qui favorisent ça? Si oui, les retirer, déjà là, c'est une vision éco-fiscale du développement. Après, on peut mettre en place des mesures d'éco-fiscalité. Pour ce qui est de l'institutionnel, les écoles, les hôpitaux, donc nous, on travaille sur le territoire de Laval. On avait dans nos données peut-être 4 ou 5 bâtiments institutionnels. On n'a pas fait les études cas par cas, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a entamé un volet 2 à ça. On va aller chercher dans l'institutionnel, le commercial, industriel, un échantillon plus large de terrain pour faire des études de cas assez précis. Qu'est-ce que ça fait une école? Une école avec une cour d'école asphaltée, un hôpital, un CHSLD, une bibliothèque municipale. Qu'est-ce que ça a comme charge fiscale? Est-ce que la charge fiscale devrait ou ne devrait pas être appliquée? Après, si l'impact de tout ça, c'est que le gouvernement du Québec dit à ses commissions scolaires, ses centres de services scolaires, de dire, bien, écoutez, si vous minéralisez beaucoup, bien, moi, je reprends une partie de la subvention que je vous envoie par mesure d'éco-fiscalité. Si vous verdissez les cours d'école, bien, je vous en reprends moins. Est-ce que ça peut être une bonne pratique? On n'a pas posé la question dans le premier volet qu'on a fait. Dans le deuxième, on veut voir c'est quoi. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est faisable? Puis est-ce qu'on envoie les bons signaux? Puis est-ce qu'on a les outils aussi pour être capable d'améliorer les choses quand vient le temps de traiter différents types d'usage du sol, dont l'institutionnel? Donc, pour l'instant, je n'ai pas la réponse à votre question, mais on est en train de l'étudier. Dernière? Pour les enjeux de changement climatique, il y a souvent un problème avec l'acceptabilité sociale de beaucoup de solutions. Puis je me demandais si vous aviez une idée sur comment intense est cette objection, ce manque d'acceptabilité sociale, de façon à savoir, est-ce qu'il faut changer cette activité sociale-là en faisant de la formation, en expliquant aux gens, ou est-ce qu'il faut que le politique ou les décideurs se mettent un peu forcent un peu les choses, décident de prendre des décisions, présument que les gens vont graduellement être convertis. C'est comme une question de l'œuf et la poule. Est-ce qu'il faut convertir tout le monde avant de prendre une décision ou est-ce qu'il faut que le gouvernement assume un certain leadership dans le contexte de lutte au changement climatique, l'urgence climatique, en espérant que la population va suivre? Bien, je dirais les deux. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. La population vote aux élections, puis les gouvernements sont élus par, je dirais, au Québec, une pluralité de votes. Hein? C'est-à-dire que vous obtenez 40 des votes, vous gagnez habituellement au Québec. C'est à peu près ça le seuil à aller chercher. Donc, quand je dis qu'il faut sortir dehors, convaincre les gens, si on convainc 40 de la population, on a déjà atteint un seuil qui est un seuil de retournement potentiel. C'est-à-dire qu'avec 40 il y a un potentiel changement de gouvernement, puis c'est là que le gouvernement va dire, bien, moi, étant donné que j'ai été élu sur telles idées et que ces 40 %-là m'ont appuyé, je suis capable d'aller chercher ce qui manque pour en faire de l'acceptabilité sociale. À l'heure actuelle, ce n'est pas le 40 qui m'écoute qui a gagné la dernière fois. Là. Donc, on est dans un principe où je dirais que là, présentement, le plus facile, c'est d'en discuter le plus largement possible pour voir comment ça peut percoler dans la population. Ça peut être le gouvernement en place actuel qui, s'il voit que ça monte dans l'opinion publique, va changer d'idée. Donc, c'est l'opinion publique, c'est les élus, c'est les deux ensemble. Comme ils sont interconnectés, moi, je dis, on n'a pas le choix de partir avec la population puis d'essayer d'amener les élus là-dedans. Mais si la population reste basse puis on convainc les élus, ça ne marchera pas. Mais si on convainc la population, ça m'étonnerait que les élus résistent longtemps. Donc, pour moi, l'approche populaire est potentiellement la meilleure, mais la plus difficile.